Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce vendredi dans le cadre de l'enregistrement de votre émission favorite, 236 Stories, qui traite de l'actualité sociale, politique, économique, actualité des réseaux sociaux, technologie et bien d'autres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au décès de Madame Blanche Tunasi des suites d'opérations en Turquie. Elle a été l'épouse du pasteur Marcelo Tunasi d'origine congolaise. C'est une nouvelle qui a enflammé la toile toute la semaine dernière et aussi cette semaine. Alors, on va continuer en actualité parlant de la CNI au Cameroun dorénavant. Il faut débourser beaucoup d'argent pour se permettre une CNI au Cameroun. Les détails, c'est dans ce podcast, pardon. On parlera aussi des examens officiels 2024, en l'occurrence du BEPC et de la fuite des épreuves. On parle souvent de l'eau, donc on va parler de cette eau-là, de comment est-ce que cela a pu se faire. Et puis, si le temps nous le permet, on parlera aussi de la vente en ligne. Opportunités au Cameroun et défis. J'espère que vous allez vous régaler sur ces sujets que je viens de vous présenter là tout à l'heure. Et pour concocter tout ça, pour préparer tout ça, aujourd'hui, je suis accompagnée de deux merveilleuses personnes, de deux grands panélistes qui ont toujours des bonnes idées, qui explicitent toujours les choses pour éclairer notre lanterne. Il s'agit ni plus ni moins d'Olivier et de CWK ce soir pour vous. Bonsoir les gars, bonsoir CW, bonsoir Olivier, j'espère que vous allez bien. Bonsoir NBD, bonsoir Olivier, bonsoir également à tous nos nombreux téléspectateurs, auditeurs surtout, et bonsoir surtout à tous ceux qui chaque jour prennent le temps de venir écouter ce que nous disons. C'est toujours un plaisir de savoir que nous sommes de plus en plus écoutés à travers plusieurs pays dans le monde. Et c'est un plaisir particulier de venir chaque jour comme ça pour surtout se prêter au jeu des questions et réponses, mais donner son avis sur des questions républicaines, des questions qui quelque part méritent d'être épluchées d'une part et d'autre. Et c'est toujours un plaisir pour moi donc de croiser le verbe avec ceux qui sont invités et de donner mon avis sur les sujets qui ont été retenus. Merci CW. C'est toujours un réel plaisir de te recevoir sur le plateau de 236 Stories. Olivier, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à toi CWK, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de 246 Stories. Bonsoir Charito, bonsoir à G, bonsoir à tout le panel, toutes les personnes qui constituent le panel de 246 Stories. Comme CWK vient de le dire, on essaie de croiser le verbe pour donner notre opinion. Et c'est encore notre opinion, hein, mais notre opinion qui est toujours aussi, comment on peut dire, prise au sérieux par les auditeurs et auditrices. Les auditeurs. Nous les remercions parce que sans eux, 236 n'est rien. Et nous sommes à votre service. Nous allons toujours être là pour essayer de débriefer l'actualité du 237 et tout ce qui se passe et apporter notre modeste contribution pour l'édification des Camerounais. De l'opinion publique. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la nécrologie, par la page de nécrologie. Les nouvelles n'ont pas été bonnes du côté des églises de Réveil. En Afrique, on parle du Congo, mais d'Afrique parce que le pasteur Marcelo Tunami ne s'appartient plus au regard de ses prédications qui ont le vent en poupe dans les réseaux sociaux partout, dans les taxis, dans les maisons, c'est tout le monde qui écoute ses prédications. Son épouse, paix à son âme, nous a quittés la semaine dernière des suites d'opérations, disait-il, lors de la cérémonie funéraire de son épouse. C'est, je pense, une très grosse perte au regard de tout ce qu'on a pu voir dans les réseaux sociaux, de tout ce qu'on a pu vivre dans les réseaux sociaux. C'est une très grosse perte dans la communauté chrétienne, voilà. Là,
tout simplement, je voudrais demander d'abord tendre le micro à CW pour qu'il essaye de nous dire si déjà, en tant que africain, en tant que chrétien, est-ce qu'il avait déjà entendu parler est-ce qu'il a déjà entendu parler même de son époux, du pasteur Marcelo? NBD, tu sais, il est très difficile pour des personnes qui fréquentent les réseaux sociaux actuellement, que ce Oui. soit au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique centrale, ou bien même encore au-delà dans les autres pays où on parle le français comme langue. Alors, Oui. pourquoi? Parce que le pasteur Marcelo Tounazi est l'un des prédicateurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Et Mhm. en termes de prédicateur suivi, il a un peu cette particularité dans ses conseils et surtout dans ses prises de parole parce il ne se réserve pas il ne reste pas dans le cadre strict de l'Église seulement ou bien de la Bible, mais il essaye Oui. d'appliquer dans le vécu de tous les jours. On a l'impression parfois, même si on n'est pas de sa chapelle religieuse, que tout ce qu'il dit, tout le monde est concerné et que quelque part, sans même le vouloir, on est un peu appelé à écouter ses conseils. Donc, c'est dans ce sens que je dirais, tout d'abord, c'est l'un des pasteurs les plus suivis. Et même si vous êtes en train de surfer sur les réseaux sociaux, à un moment, vous avez eu à le reconnaître avec cette petite barbe grisonnante, les cheveux grisonnants. Et Mm. c'est plus de paroles pleines de sagesse, j'ai envie de dire aussi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il a parfois une manière de donner ses conseils qui sont très intéressants et on Oui. a envie très vite de le suivre. Bon, maintenant, et on constate souvent, hein, il fait l'effort de ne pas d'être impartial, de ne pas être seulement, de ne pas prêcher seulement pour son église, de ne pas dire venez vers moi forcément, mais toujours de dire si toi la femme, sache que si tu fais telle chose, sache que ton mari ne sera pas d'accord avec toi. Bref, des Oui. histoires qui concernent tout le monde. Mm. En ce sens, je dirais que c'est une personnalité publique d'abord, qui, Oui. dont les faits et gestes sont scrutés. S'il monte, on a envie de dire, ah, le pasteur Marcelo, il est monté aujourd'hui. Ce dimanche, il Oui. a raconté telle chose lors de sa prédication. Donc, c'est quelqu'un qui intéresse, c'est quelqu'un qui connaît haranguer les foules, il connaît donner le discours qu'il faut pour intéresser son auditoire. Et c'est dans ce sens que beaucoup de personnes vont généralement se reconnaître même s'ils ne sont pas avec lui, ils vont reconnaître que lui, c'est une personne qui sait drainer des foules. Et Mhm. je veux dire tout simplement mes condoléances d'abord à lui, le Oui. mari, le pasteur Mhm. Marcelo Tounazi, mais c'est aussi l'occasion de dire, d'adresser nos condoléances pardon, à toute la grande communauté religieuse Oui. qu'il a eu à coiffer avec sa femme, parce que quelque part, il était également, et il a toujours dit lors de ses prêches, si vous n'avez pas une femme qui peut vous accompagner, qui vous écoute, qui vous comprend, peu importe la situation, vous n'allez jamais réussir parce que il montre depuis ses débuts avec quelques, même s'il y a eu parfois, ce n'était pas le couple parfait, mais il y a eu des fois où il a besoin d'aller se rapprocher d'elle, d'écouter ce qu'elle a dit pour pouvoir avancer. Oui. Donc, quelque part, c'est toute la communauté, la congrégation religieuse dont il est à la tête qui est aussi touchée par le départ de cette dame qui semblait très simple. Et quelque part aussi, on a envie de dire du courage en ce moment d'épreuve. D'accord. Merci. Vraiment, tu as fait un très bon exposé sur la personne même du pasteur Marcelo. C'est vrai que on n'a pas encore parlé, nous ne sommes pas encore entrés de fond en comble sur le portrait de son épouse. Mais là, je vais d'abord tendre le micro aussi à Olivier, pardon, pour qu'il essaie aussi de nous dire ce qu'il sait du pasteur Marcelo Tunasi. Olivier, est-ce que tu en sais quelque chose sur la personne? Merci de m'avoir passé la Oui, parole. 5 sur 5. J'étais en train de dire que le monde est un village planétaire et Internet est Oui. venu et Internet est là pour connecter les hommes par la technologie des smartphones et des appareils mobiles. Donc, je ne laisse pas les ordinateurs de bureau en reste, hein. Donc, ce qui fait Uh-huh. que tout le monde la plus grande part, la majorité de la population mondiale est connectée sur Internet actuellement.
rien ne peut se passer sans qu'on ne scrute cela sur Internet, sans que cela ne fasse un boom sur Internet. Mhm. Et les églises, les chapelles se sont adaptées à la technologie et on voit de plus en plus des pasteurs, des hommes de Dieu et tout ce monde-là, même des prêtres, même déjà, parce que les Oui, différentes obédiences, tout le monde est déjà 2.0 ou bien 3.0, comme on le dit souvent. Android. Les églises se sont adaptées pour faire passer leur message parce que elles se sont rendues compte que on ne devait pas seulement attendre les fidèles, les atteindre de par un prêche à la chapelle, mais on peut aussi faire maintenant des prêches 2.0, des prêches sur Internet et d'ici même à la maison, on peut vous écouter. Alors, le pasteur Marcelo Tunassi, je le connais très bien, pas de visu, pas physiquement, mais du fait que je suis souvent ses différentes interventions sur la oui. toile et il a cette particularité-là de souvent prodiguer de bons conseils, de faire en sorte que ce ne soit pas seulement des histoires de la Bible, mais il essaye de donner des conseils à des familles, à des situations pour que chacun trouve la solution suivant l'instant présent, suivant l'instant contemporain, pas seulement les choses qui se passaient dans l'Antiquité. Alors, celui-là, je suis souvent bien ces choses et il a beaucoup de fans au travers de Facebook, YouTube et puis TikTok et tous ces réseaux sociaux. Donc, je vais venir dire ici mes condoléances à cet éminent homme de Dieu. Mhm. Euh, la mort est quelque chose qui arrive à tout le monde, qu'on soit pasteur, qu'on soit président ou bien qu'on soit, il n'y a pas d'immortel. C'est là où on dit c'est Dieu qui a le dernier mot, quel qu'en soit le cas. Même si tu vas voyager, même si tu as des millions, tu voyages, tu vas à l'hôpital, tu peux mourir sur la table d'hôpital pendant que celui qui n'a même pas d'argent, lui, il peut survivre. Donc, à ce niveau, on n'a pas de différence. On est tous vulnérables. Donc, Mhm. mes condoléances à la communauté, toute la communauté religieuse et sa chapelle d'obédience. Je souhaite des condoléances encore à cet éminent homme de Dieu. Ok, beaucoup de respect de sa part, beaucoup de compassion aussi. Par contre, le décès de son épouse a suscité beaucoup de polémiques sur la toile, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui ont, beaucoup de théories ont été abordées, ont été soulevées. On parle, lui, il a parlé, pendant les obsèques, il a parlé une opération une opération simple entre griffes, et puis d'autres ont insisté sur le BBL. Et ça a suscité beaucoup de critiques dans la communauté chrétienne, la communauté. Vous voyez, quand on parle même de communauté chrétienne, les chrétiens aussi sont divisés. Donc, il y a des chrétiens des églises de réveil, il y a les chrétiens, je dirais, catholiques, protestants. Donc, vraiment, dans la communauté des églises de chrétiennes, des églises de réveil, ça a suscité beaucoup de critiques. Je ne sais pas si quelqu'un aurait perçu ou bien reçu la vraie version, non, la version même de la base, l'origine du décès de Madame de Pasteur Tounassi Blanche. CW, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles circonstances toi tu aurais appris son décès, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on parlait d'une opération simple en Turquie, d'autres parlent d'une opération simple, d'autres parlent du BBL et critiquent même le fait d'être la femme d'un pasteur et puis faire le BBL, vraiment, est-ce que ça passe dans Vous l'éthique de savez, l'Église? de tout temps, l'homme a toujours eu un souci pour certains avec ce qui est de leur apparence et tout. Donc, vouloir Mhm. faire de la chirurgie, que ce soit la chirurgie réparatrice, que ce soit pour autre chose, l'homme aura toujours besoin de la science. Mais maintenant, pour cette opération, du moins, c'est la version que l'on gardera comme officielle parce que c'est ce que le pasteur a rendu comme témoignage lors de l'enterrement de sa femme. C'est Mhm. un homme meurtri
C'est un homme qui est encore sous le choc. Un homme, on Oui, sent qui aimait sa femme. Alors, profondément. il y aura toujours des gens qui diront des choses. Pourquoi? Parce que euh, en Afrique, on a cette malchance-là de ne pas accepter facilement que l'autre peut réussir et pas moi. Dans les Oui. pays européens, c'est plus facile à comprendre Mhm, que quelqu'un peut avoir un aspect où il réussit dans sa vie et l'autre pas. Mais mhm, en Afrique, non, non, mhm, ce n'est pas mhm, possible. Dès que tu as un succès, on se pose des questions. Or, mhm, avoir une voiture en Afrique, on te dira, non, si ce n'est pas une voiture que par malheur, quelque chose se passe en mal, que quelqu'un meurt dans ta famille ou pas, on dira non. C'est parce mhm, que tu as eu la voiture. Pourquoi? Parce qu'on mhm. va expliquer que il y aura toujours une raison comme quoi c'est pas normal que tu aies une voiture quelque part. Or, dans d'autres Oui. pays, on a simplement compris que ce n'est qu'un simple moyen de locomotion. Pour revenir sur le cas du pasteur Marcelo Tounasi, c'est quand même euh, parmi les pasteurs, je pense qu'il est parmi ceux les plus riches de l'Afrique francophone. Parce qu'en Afrique Mhm. anglophone, on a des pasteurs qui sont très, très célèbres là-bas, en Afrique du Sud et au Nigeria surtout, et au Ghana enfin, qui ont des fortunes très immenses. Et même récemment encore, on avait l'autre pasteur au Nigeria. Et maintenant, les rumeurs disent ceci concrètement, NBD. C'est Oui. que soit on dira il a tué sa femme ou bien pour avoir un grade ou bien des trucs de ce genre. J'ai vu beaucoup d'influenceurs qui s'hasardaient Mhm, même avant que le corps de sa femme ne soit descendu sous terre, qui s'hasardaient à dire mhm. non, il a tué sa femme et tout. Honnêtement, c'est horrible de lire ça. Horrible Oui. parce que généralement, on juge des gens qu'on ne connaît pas. Et ça fait très mal Mhm, de voir ce que l'on pense de quelqu'un qu'on n'a même jamais croisé, que peut-être on ne croisera jamais. Vous imaginez ce mhm, genre de personnes qui parlent alors de vous qu'ils ont eu à croiser, ce sera terrible. Parce que mhm, lui, il dit simplement sa femme, c'était une opération. Il va dire, pour lui, c'est une opération banale. C'est une opération, ça peut être une opération de n'importe quoi. Elle peut avoir des mhm, myomes, on va enlever. Elle peut avoir des mhm, kystes et on dit qu'on va enlever. Ça peut être n'importe mhm. quoi. Mais Oui. pourquoi est-ce qu'on doit dramatiser? Des erreurs médicales, ça arrive tous les jours dans nos hôpitaux. Même les Oui. meilleurs chirurgiens, il arrive qu'ils fassent des erreurs. Et on n'a même pas dit que c'était une erreur médicale. Ça s'est mal passé. Le Seigneur n'a simplement pas voulu. Alors, j'ai vu Oui. des gens, on a fait des montages, des collages photos et dans ces collages photos-là, on réussit à vouloir nous dire que on a cité 5 ou 6 pasteurs, il y a, je crois, un pasteur béninois, un pasteur camerounais récemment qui avait perdu sa femme aussi. Et on a Oui. fait un collage pour dire pourquoi ces pasteurs perdent toujours leur femme. Aide C'est toujours aussi leur que femme. oui, et ils sont toujours là. Et en plus, on va dire quand ils perdent leur femme, soit il y a beaucoup plus de fidèles qui arrivent dans leur église et ils sont encore plus riches. Moi, ça me désole de lire ça parce que j'ai envie de dire, il y a aussi des pasteurs, des femmes qui perdent leur mari pasteur. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas ou bien qu'ils ne sont pas célèbres. Le pasteur de la Squan au Nigeria qui a perdu Oui. sa femme, son nom ne me revient pas tout de suite, mais Tibi Joshua, feu Tibi Joshua, il est mort et sa femme est encore vivante. Mais Oui. on n'a pas vu cela comme un scandale. C'est comme si que ça devait devenir une norme ou c'est que si la femme meurt avant, il y a un souci. On ne souhaite pas que les gens meurent, mais je pense quand même que on devrait respecter l'amour des gens aussi. Je ne dis pas que l'Afrique est comme l'Europe, mais il y a des choses qui peuvent se passer. Mais pour autant, on ne devrait pas, quand quelqu'un est accablé par le voile, le masque de la mort, que l'on vienne encore tirer sur lui. Non, c'est un peu triste. C'est mon avis. Je pense on devrait un peu Mhm. penser à la souffrance des autres, surtout à la souffrance de sa Oui. famille, à la souffrance du mari, de ses enfants, avant de Mhm. penser à certaines choses. Mhm. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Je vais te poser une autre question. Tu vois quand même, euh, à la différence de d'autres pasteurs, je ne voudrais pas peindre juste le côté positif du tableau en ce qui concerne la personne du pasteur Tounassi. Mais ne penses-tu pas que les autres églises de réveil devraient prêcher devaient tricher le modèle du pasteur Tounassi parce que je le prends comme un modèle parce que déjà lui, c'est vrai qu'il fonde vraiment sa croyance, sa prédication sur la parole de Dieu.
mais je pense qu'il est un réel motivateur. Il motive beaucoup les Africains à prendre en main leur propre destin. Quel je sais pas, quel est le regard que tu peux analyser sur les autres églises de réveil à la différence du pasteur Tounassi qui essaye je sais pas, de concilier la vie réelle à la vie spirituelle. Elle est tellement ouverte parce que les affaires de religion, c'est souvent un peu vague parce que déjà, quand on prend la définition de la foi, ce sont des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on sait que Dieu est Dieu, on ne l'a jamais vu et on sait qu'il y a un être suprême qui est là pour nous garder, pour nous protéger. Sinon, on serait déjà sous le coup de la barbarie des hommes tels qu'on connaît que les hommes respirent, réfléchissent. Et les hommes de Dieu ne sont pas en reste. L'Église, actuellement, c'est chacun qui veut manger sa part. L'Église n'est pas unie. On a beaucoup de chapelles, des dénominations qu'on en perdrait même la tête à commencer à les énumérer. C'est devenu comme des champignons, comme des mauvaises herbes qui poussent partout bien que voulant distiller la parole de Dieu que je vais mettre entre parenthèses ici. Le pasteur Marcelo Tunassi, il a juste su s'adapter, comme je disais dès le départ, à, 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 à cette aura-là qu'a Internet, en plus de sa bonne manière de communiquer et de pouvoir prouver, de pouvoir faire une conciliation entre la parole de Dieu, toujours la ramener dans la vie, dans la vie qu'on mène tous les jours et essayer de prouver avec des mots justes à toucher les cœurs, parce que c'est ça, hein, toucher les cœurs. Dans la parole de Dieu, c'est le changement de cœur. Les richesses ne comptent pas pour quelque chose devant Dieu. Tant c'est écrit dans la parole, Dieu n'a que faire de vos richesses. Vous pouvez être assez riche, vous pouvez être ceci. Et c'est toujours les pasteurs qui sont dans des classements de Forbes et consorts, alors que ça se passe aussi comme dans nos sociétés. Dans notre société où il y a la classe prolétaire et la classe des bourgeois. Parce que même à l'église, ça arrive et c'est ce qui gangrène les églises actuellement. Et si je veux faire une parenthèse avec ce qui est dit par-ci et par-là, moi, je n'étais pas là, je m'en tiens à la version officielle qui a été donnée par le pasteur, mais on ne sait jamais. Parce que lorsqu'on va à l'église actuellement, si un pauvre part à l'église, on va lui demander de prier et de garder la foi que Dieu va venir le sauver et qu'on sort. Alors que on ne peut pas échapper à la science. C'est Dieu qui a créé la science, c'est Dieu qui a donné aux docteurs la faculté de pouvoir soigner des personnes. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il a créé des plantes et c'est cette plante-là qu'il a donné le savoir à la médecine pour pouvoir synthétiser cette plante, pour pouvoir trouver un remède spécifique à une certaine maladie. Mais quand un pauvre arrive à l'église, on va lui dire, il faut prier, il faut faire ceci. Mais maintenant, quand c'est le pasteur, pourquoi il ne prie pas? Pourquoi il va aller en Turquie pour faire l'opération? Est-ce que lorsqu'un pauvre va tomber malade, il n'y a pas les pauvres qui avaient le type de maladie de sa femme? Est-ce qu'on va faire une cotisation pour ce pauvre-là pour qu'il puisse voyager et qu'il puisse trouver les soins adéquats? Non, mais à l'église, on retrouve encore ce genre de phénomène parce que chacun veut manger de son côté. Alors maintenant, c'est une guerre de communication entre les églises. On va dire que telle église est la meilleure parce que et les pasteurs, ils ont ça. Il y a une école pastorale pour pouvoir parler des choses invisibles aux gens, pour pouvoir faire en sorte que ce soit un dogme pour une communauté. Vous voyez? Et quand on sait que quand Dieu a dit, ne, à vous les fidèles, ne jugez jamais mon nom. Alors, qui va venir juger un nom alors que il saura que si je juge loin aussi et que j'ai tort, je vais rendre des comptes à Dieu. Alors, c'est cette disparité-là, ce contraste-là qui existe, qui fait en sorte que
on ne va jamais sortir de l'aubaine. Donc, moi, je ne dirais pas que il est un faux pasteur ou bien tel est un faux pasteur, mais je dirais que les choses arrivent telles qu'elles vont arriver et puis restons toujours dans la prière, car mine de rien, il y a quand même un être suprême qui veille sur nous. Je ne sais pas si j'ai apporté une clarification à la question qui était un peu trop ouverte pour moi, NBD. Ok, d'accord. Tu as quand même essayé de cibler ton angle et je pense que sur cet angle, quand même, beaucoup de personnes ont pu comprendre un certain nombre de choses. Bon, le problème, c'est que nous sommes déjà dans une société où l'Église occupe une place très importante dans les vies, dans la société et dans les familles. Les gens ont des L'église, problèmes. quand je parle de l'église, je parle en l'occurrence des pasteurs. Les pasteurs s'initient dans les décisions familiales, les pasteurs s'initient dans les décisions personnelles, les pasteurs changent radicalement le cours, la vision de toute une vie. Je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes personnes, ces pasteurs sont là, ils sont de très bonnes personnes NBD, quand ils s'il te sont plaît, investis d'une mission, je veux dire, une vraie divine. mission, celle de Dieu, la mission salvatrice. Mais ce qu'on constate pour la plupart du temps, c'est pas pour parler du pasteur Tounassi, puisque je Oui. disais que lui, il est quand même l'un des rares hommes de Dieu qui encourage les jeunes Africains à prendre en main leur destin en allant travailler, en allant chercher leur pain quotidien. La plupart des pasteurs que nous connaissons dans cette société qui fait en sorte que beaucoup vomissent les pasteurs, ce sont les pasteurs filous, les pasteurs escrocs qui vivent de la sueur Du fond des qui fidèles. vivent du labeur de leurs fidèles. C'est eux qui portent des vestes, c'est eux qui mangent dans des grands restaurants. Je vois des pasteurs. Je suis vraiment Oui, désolé de cette attitude de ces pasteurs-là. oui. Qui va aller dans un lieu huppé, comme par exemple le Hilton, le ceci, pour exposer toute une Ils table ont des jets de, privés. de pierre. Attends, non. On est encore sur le fait de manger parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes encore d'alimentation. Quand on voit Oui. des gens qui souffrent dans le monde, aucun pasteur, investi qu'il soit par Dieu, Dieu n'a pas permis que cette publicité soit faite. Vous allez Mhm. manger du rognon, du camembert, du caviar, alors qu'il y a certains qui mangent du riz avec de l'huile rouge. Quand tu parlais Oui. tout à l'heure des pasteurs qui viennent intervenir dans les familles des gens, il y a même des femmes qui prennent maintenant à cœur de désobéir à leur mari parce que le pasteur a dit. Si le Parce que pasteur a le dit pasteur a qu'aujourd'hui, dit, si le pasteur a dit aujourd'hui que, bon, on va prendre un jeûne de 30 jours et puis pendant ce jeûne, pendant ce jeûne, on va, pendant, pendant ce jeûne, pas de rapport, pendant ce jeûne, pas de ceci, pas de cela. On ne prend pas en compte les besoins du mari. On ne prend plus en compte le verset biblique qui dit dans la parole de Dieu que l'homme c'est-à-dire la femme doit être soumise à son mari. On ne prend plus en compte tout ça. Donc, c'est un peu ça. On ne va pas vraiment aller en profondeur dans ça parce qu'il n'était pas question vraiment d'étaler ça ici, mais il fallait quand même souligner que il faudrait quand même qu'il y ait un minimum de sérieux dans les choses de Dieu. Il faudrait que les gens soient sincères, les gens soient vrais. Beaucoup de gens se disent pasteurs aujourd'hui juste parce que ils ont des besoins, pour des besoins lucratifs. Ils se disent pasteurs, ils se disent hommes de Dieu. Pourtant, ils sont seulement là pour chercher de l'argent. Peu sont là pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, c'était là la page nécrologie. Il fallait parler du décès de l'épouse du pasteur Tounassi, le pasteur congolais, le grand pasteur congolais, reconnu dans la communauté chrétienne francophone. Donc, on va passer au deuxième sujet de ce podcast. Le deuxième sujet du podcast d'aujourd'hui fait référence à l'augmentation du tarif de la CNI au Cameroun. Apparemment, les tarifs, tout a augmenté. Je ne sais pas encore si
cette nouvelle est officielle ou officieuse? En CW, qui essaie de nous expliquer. Est-ce que c'est officiel ou c'est officieux? L'augmentation du, l'augmentation dorénavant, la CNI va coûter un peu plus cher. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est vrai? CW. NBD, je peux peut-être apporter Oui, vas-y. mon avis là-dessus. C'est une histoire qui est sur toutes les lèvres actuellement, hein. Les Camerounais se sont sentis un peu embarrassés, tel que j'entends des choses se dire ça et là, il y a eu une diversion pour pouvoir passer en douce sur cette augmentation de la carte nationale d'identité. Déjà, tel que je vois des choses qui sont subventionnées là, c'est tout à fait normal déjà que lorsqu'on veut faire une carte nationale d'identité, qu'on se munisse d'un certain nombre de documents tels que le certificat de nationalité, tels que la photocopie certifiée de l'acte de naissance, tels que les frais de timbre qui sont les frais de service de l'État. Ces documents déjà qui vont maintenant apporter, justifier votre camerounésité. Être camerounais, c'est avoir un acte de naissance, être né au Cameroun, avoir un certificat de nationalité. Dommage que dans le temps passé, on ne demandait pas ça, on était limité seulement au niveau de l'acte de naissance. Mais quand on sait que les gens font déjà de faux actes, il y a des gens des pays étrangers qui arrivent déjà à faire des faux actes, il va falloir corser un peu le concours ici pour pouvoir avoir la carte nationale d'identité en mettant, par exemple, le certificat de nationalité. Alors, ce sont des choses qui étaient, qui sont revenues à la normale pour moi. Mais maintenant, est-ce que ça va pouvoir, un Camerounais lambda pourra gérer ces frais qui montent à près de 15 000, à près de 20 000, parce qu'il y a le taxi quand on doit se déplacer pour aller faire les choses et quand on va, les imprévus qui vont arriver. Et puis bon, ça devient un peu pesant pour les Camerounais. Tel que j'ai vu, les sentiments étaient un peu mitigés et la pilule ne passe pas parce que si on est déjà quitté au fait que la carte nationale d'identité était est devenu un objet précieux que pour l'avoir, il fallait, et certains ont même dit de manière lyrique comme ça, qu'il fallait être dans une société secrète pour pouvoir avoir la carte nationale d'identité. Alors, je ne sais pas encore ce qui est, je n'ai pas encore suivi de communiqué effectif à ce sujet, mais je pense que dans les prochains jours, on aura une note officielle pour déterminer vraiment si ce qui est dit dans les rues est vraiment la vérité. Et je pense que ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes, mais s'il faut avoir sa carte, si c'est pour avoir une carte nationale d'identité, moi, pour ma part, je dirais que bon, on va s'adapter comme on s'est toujours adapté avec nos résiliences dont on connaît, dont on connaît les preuves toujours. Bon, OK. si tu permets, hein, Olivier, sans te couper NBD avec ton autorisation, il y a des Oui. choses qui, on va dire, ça passe facilement, mais il y a d'autres qui c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu, on a l'impression que l'État nous a laissé un peu être distrait avec ces histoires de Eto'o, le ministre. Et en quelques instants après, quand on sursaute, on a déjà augmenté quelque chose. Parce que le prix du timbre comme Olivier l'a rappelé à l'instant, le prix du timbre jusqu'ici pour l'établissement de sa carte d'identité, on était à 2800. Je pense que le total pour faire avoir sa carte d'identité, on était à moins de 7000 francs. Et on se retrouve
aujourd'hui, on va être en train de payer la moyenne autour de 15 500 francs parce que le certificat de nationalité, c'est un acte salutaire, il faut le dire, parce que, comme Olivier vient de le rappeler, sans le certificat de nationalité, on était presque sûr qu'on pouvait établir la carte nationale d'identité camerounaise à n'importe qui. Mais désormais, on sait qu'on va c'est un peu corsé si tu viens et que tu n'es pas vraiment issu, tu n'es pas né dans une mairie camerounaise, tu n'es pas reconnu par une mairie camerounaise et tout, c'est plus compliqué. Mais le problème, c'est ces 10 000 francs donc, quitter de 2800 à 10 000 du jour au lendemain pour des Camerounais qui se cherchent, qui ont d'abord du mal Mais est-ce que c'est à d'abord avoir vrai? cette C'est d'abord vrai. Est-ce que la note est officielle? C'est Mais ça, c'est un c'est décret du chef. Non, attendez, ce sont pas des choses à dire. C'est un décret du chef de l'État. À moins de me tromper, à moins que l'on me dise que le décret que j'ai lu hier à 17h était un faux décret, parce que Le j'ai vu problème, le c'est décret. que comment on peut donner un décret comme ça, l'augmentation des timbres et tout, alors que la nouvelle loi des finances est souvent votée en fin d'année? Bon, on peut parler des lois de C'est pour ça finances, on que je peut pense parler que aussi j'ai des pris ce décrets sujet à la présidentiels, légère, mais hein. parce que il ne faut pas prendre c'est un décret qui va dans la norme avec l'état, la pose de la première pierre de la structure allemande qui va établir les cartes nationales d'identité en 2 jours. C'est vrai que l'aspect qui nous intéresse le plus est celui de la CNI, mais ce n'est pas seulement la CNI qui est touchée. Il y a également l'établissement des frais de visa. Les frais de visa qui passent de 100 000 francs à 150 000 pour certains. Il y a d'autres pièces, notamment, c'est-à-dire vous allez voir 100 000 et 150 000. Vous voyez, on quitte de 100 000, de 110 000 pour certains à 150 000. L'établissement, parfois, il y a un autre frais encore qui était celui de l'établissement des visas express qui est annulé. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été touchées dans ce décret-là, mais pour le cas précis, les 10 000, c'est que on n'a peut-être pas vu l'impact. Ça peut peut-être avoir une meilleure, l'assiette fiscale va être un peu plus alourdie, mais il y a le secteur où on a, pour moi, qui freine un peu. Combien de Camerounais, avec le montant de 2800 seulement, réussissaient à avoir la CNI? Combien avaient d'abord le simple, l'acte de naissance? Il y a encore des campagnes, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'à présent au Cameroun, il y a encore des campagnes dans des régions comme l'extrême nord, le Grand Nord, où on a besoin de faire des campagnes pour inciter les parents à venir établir seulement la carte nationale d'identité des enfants, à venir établir l'acte de naissance des enfants, parce que beaucoup ne naissent pas souvent dans les hôpitaux. Donc, ce qui fait que ceux qui ne sont pas nés dans les hôpitaux, il n'y aura pas de déclaration qui va dire qu'on a eu tel enfant né tel jour. Et il y aura beaucoup de cas où des enfants auront des actes qui sont même pas des vrais actes. Donc, c'est pour dire que quelque part, je vois que on va peut-être faire comme certains ont dit, hein. Vous établissez votre récépissé et vous allez seulement proroger votre récépissé jusqu'à ce que ça fasse 5 ans de durée de vie des nouvelles CNI. C'est vrai que ça va être compliqué pour un départ, mais aussi, j'inviterais plutôt les gens à s'aligner. On va peut-être payer ces 10 000 francs-là. Malheureusement, c'est cher, mais en espérant que l'État prenne encore les choses en main et puisse baisser les prix. Parce que NBD, je pense que c'est la baisse des prix qui pourra, nous aider. La baisse des prix. Bon, Et on moi, croise les doigts, on n'est pas sûr, on espère. je peux ajouter quelque chose? Ah, vas-y, ajoute. Oui, l'État pourrait peut-être aussi jouer sur la durée de la nouvelle donne, hein, la nouvelle carte d'identité établie avec ce montant-là. L'État pourrait peut-être prolonger la date de validité de la carte nationale d'identité qui était de 10 ans. Maintenant, l'État pourrait peut-être mettre 15 ans ou 20 ans. Ça va être pour le bénéfice des Camerounais. Sachant que... Et sur le plan physiologique, est-ce que dans 20 ans, pour une personne, les changements Ce n'est sont vraiment plus la trop... même personne. Ce n'est plus la même personne. Normalement, c'est 10 ans déjà, c'est beaucoup. Parce que 10 ans, on change vraiment en 10 ans. 5 ans, 5 ans, ça va, mais 10 ans, c'est un peu trop. Donc, ça veut dire que la seule chose à faire, c'est de laisser notre carte nationale d'identité Bon, auquel elle était faite. oui, Donc, c'est ça. ce n'est pas qu'on est d'accord avec le prix actuel, mais simplement que c'est dommage que ce soit allé très vite, parce que ce montant-là est un peu exagéré. Pour moi, c'est un montant Mais qui est fort. est-ce que les données biométriques
hormis la photo, les empreintes changent en 10 ans, en 20 ans. Non, les empreintes ne changent pas toute la vie d'un homme. Alors, Depuis qu'on est né. pourquoi on n'a pas une structure aussi Mais efficace que justement, cela? non, mais tu sais, Olivier, au Cameroun, on a dans des pays comme les pays occidentaux, souvent quand vous venez, lors d'un contrôle de police, quand vous présentez une carte nationale d'identité, le policier a des petits gadgets qui peut scanner lui-même Voilà, votre empreinte à l'instant votre et empreinte se digitale. rassurer que vous êtes dans un fichier. Mais on est encore dans une base, avec des bases de données où on a le BUCREP qui est le bureau qui est en charge de toutes ces choses-là. On n'est pas capable de recenser. Si ton acte, par exemple, ton acte de naissance actuellement se brûle, c'est compliqué de faire rétablir un autre acte parce que la souche, on va dire d'aller voir la chercher, la souche. Il faut aller voir l'état dans lequel les souches des actes de naissance sont souvent. Mais ça Pourquoi ne pourrit dans pas, les mairies parce qu'on n'a pourquoi ne pas pas un service des pourquoi ne archives. pas donc miser sur l'archivage des données? Pourquoi ne pas avoir ces histoires de data center? On a seulement les data centers pour garder dans la téléphonie mobile. On devrait avoir un pays un peu plus, comment je veux dire, Android que cela. Mettre Bon, vraiment, je pense qu'on ne se pose ça pas ne se fait pas les du jour au véritables. lendemain, Olivier. Moi, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, Ça ne se fait pas du moi, jour au je ne vais pas dire lendemain. je vais pas dire que c'est du jour au lendemain. On doit pouvoir anticiper certaines choses. Alors maintenant, on est en train de mettre les Camerounais sur quelque chose. Pour nous, c'est seulement avoir de l'argent, renflouer les caisses. C'est bien vrai que l'État a besoin d'argent pour pouvoir mettre les populations. Mais quand on sait comment cet argent-là, si au moins cet argent était géré à bon escient, qu'il n'y avait pas de détournement, il n'y avait pas ceci, qu'on ne disait pas toujours que tel projet est en retard parce que on a détourné tel montant ou bien tel montant. Alors là, je pense que il y aurait compensation de la carte d'identité par rapport peut-être au niveau de vie des populations. Mais quand tout commence à être difficile comme ça, et on devrait se poser les véritables questions, mettre les choses en ordre, comme par exemple faire un archivage, une base de données de tous les Camerounais. Donc, maintenant, là, je ne sais sur quelle base. L'empreinte même que j'ai mise sur ma carte nationale d'identité, je ne sais même pas si je fais une reconnaissance d'empreinte, d'abord, on va même savoir que c'est moi, s'il n'y a pas ma photo. Alors, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs et faire les choses avec désordre. Moi, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas pensé comme ça si j'étais dans le gouvernement camerounais. Mm. Non, mais bon, je pense que on a un souci au niveau de l'archivage de nos données et de la gestion même de ces données-là parce que on n'a pas, on ne collecte pas assez nos informations, on les garde pas assez. Et c'est peut-être le côté dommage qu'on peut trouver parce que un enfant qui est né à Ngaoundéré, par exemple, un enfant qui est né à Kousseri et qui vient faire des papiers à Yaoundé, chaque fois lors d'un concours, on lui dira, on veut l'extrait des casiers judiciaires, qui va se retrouver, on va lui demander parfois, moi j'ai eu à faire des concours quand j'étais plus jeune, quand on nous demandait à faire comme pièce l'extrait des casiers judiciaires, il fallait aller loin dans le lieu de naissance pour faire l'extrait des casiers judiciaires, alors qu'il suffirait simplement que nos bases de données soient informatisées, que l'on puisse vérifier en temps et en heure que tel enfant qui dit être né à l'ouest du Cameroun, être né au centre, être né dans la Damawa, qu'on puisse trouver facilement tout cela en un seul fichier. C'est un peu comme actuellement, je pense que les choses doivent être en train de se mettre en place progressivement pour qu'on en arrive là, parce que si on part fouiller qui est fonctionnaire, je pense qu'on a une seule base de données pour tous les fonctionnaires du Cameroun, c'est le CJPS 2. On peut faire pareil, commencer à travailler avec ce genre de structure-là. Et je pense même que le BUCREP, qui est le bureau qui est en charge des naissances au Cameroun et tout, ils ont commencé à travailler du moins, je sais que j'avais eu dit ça, ils sont en train de travailler, ils travaillent depuis pas mal d'années pour harmoniser un fichier comme ça. Bon, on espère maintenant la mise sur pied. On espère vraiment la mise sur pied. On pense vraiment, on croise les doigts pour que le montant que chaque Camerounais va débourser pour avoir une carte d'identité sera à la hauteur du service rendu. Alors, parce que si déjà, malgré le fait que la carte d'identité en elle-même coûte déjà cher, si déjà on peut mettre sur pied une stratégie pour que les gens ne se déplacent plus pour les extraits de casiers judiciaires et tout ça, ça,
on va quand même, c'est vrai que c'est cher, mais on va quand même comprendre et avaler la pilule malgré elle soit très amère pour l'instant. Parlons d'examen officiel 2024. Il y a eu fuite, c'est ce qui se dit. La semaine dernière, les enfants ont bravé les épreuves de probatoire et de BEPC, l'enseignement général, mais on parle de fuite. Est-ce que cette fuite est vérifiée, CWK? Du côté de Douala, est-ce que ça a bougé? Bon, il y a un gros souci avec les examens au Cameroun. Chaque année, Oui, généralement, on se retourne et on a l'impression qu'on parle, qu'on est en train de parler aujourd'hui et l'année prochaine, on aura le même cas. oui, Pour ceux qui ont, moi, l'année dernière, il y avait Nalova Lyonga, la ministre qui est en charge de l'enseignement secondaire au Cameroun, qui a fait une sortie, aller à la CATV pour rappeler qu'il n'y avait pas eu de tricherie sur toutes les épreuves que l'on disait. Mais il y avait eu deux épreuves quand même, malgré qu'elles soient passées pour démentir cette histoire de fraude. Il y a eu deux épreuves qui ont été faites encore. Bien, les enfants ont composé, on les a demandé de revenir pour composer à nouveau parce que ces épreuves-là, apparemment, il y a eu l'eau, comme on dit au quartier. Et cette année, oui. ça semble avoir été beaucoup plus grave. On a des influenceurs qui ont publié justement sur la toile et c'est ça qui était ahurissant. Des enfants qui composent à 8 heures, qui composent à 7h30 par là, à 4 5 heures du matin, il y avait des enseignants qui leur passaient des épreuves ou du moins qui leur donnaient des sujets qui exigeaient que ces enfants payent un certain montant pour avoir Oui. des sujets. On a vu des captures d'écran, on a même vu des numéros de téléphone, on a même eu à indexer certains professeurs formellement dans je pense, il y a un lycée à Loum. Il y a un nom qui est sorti même du côté de Loum avec des numéros de téléphone, comme quoi ça aurait été l'un des instigateurs de cette fraude qui aurait eu lieu. Bon, le ministère n'a pas parlé, le ministère des Affaires secondaires n'a pas parlé, mais moi, j'ai eu à être sur le terrain et à me rapprocher de quelques enfants. Et ils sont vraiment aussi bizarres que cela soit. Dans leur groupe WhatsApp, ils ont reçu des épreuves. Je pense qu'il y a eu une épreuve d'espagnol de la classe terminale. Il y a eu l'épreuve de mathématiques en première D ou C, je pense. Du moins, il y a quelques épreuves comme ça où et l'épreuve d'anglais aussi, je pense, où les enfants disent, ils ont reçu dans leur groupe WhatsApp de jeunes, ils ont reçu des épreuves qui étaient genre, comme une épreuve, on peut dire comme le bac blanc, on t'envoie une épreuve, on dit traiter l'épreuve c'est avant d'aller à l'examen. Et l'épreuve qu'ils ont reçue est venue intégralement, mot pour mot, à l'examen. Je pense qu'il y a même eu un professeur qui a fait la même chose pour le BEPC où elle a l'épreuve de dictée, je pense, au BEPC où elle a dit que c'était sensiblement la même chose qui était venue à l'examen. Pour moi, c'est un cas assez alertant. Parce qu'on a Hmm. l'impression que nos enseignants, ceux-là qui étaient censés être des exemples, de plus en plus sont en train de s'amuser avec Mais l'avenir qu'est-ce des qui jeunes parce que explique réellement, qu'est-ce qui explique ça? on est d'accord que ce ne sont pas les élèves qui font les Est-ce que épreuves. c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés? Qu'est-ce qui peut motiver, hein, Olivier, qu'est-ce qui peut motiver un enseignant à divulguer comme ça, à acheter, à vendre les épreuves aux enfants? Moi, je Où est dirais sa tout conscience simplement que professionnelle? À ton avis, qu'est-ce qui peut motiver ça? moi, je dirais que c'est de la négligence, de l'ignorance, du manque de considération envers son propre métier. Quand on sait bien que dans le passé, étaient des enseignants ceux qui étaient qualifiés c'est-à-dire que de plus intelligents, ceux qui étaient des formateurs, ceux qui devaient former l'élite de demain. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, la chose est devenue assez légère. Quand on dit même que tu es enseignant, un élève peut porter main sur toi. On a vu des élèves qui ont porté atteinte à l'intégrité physique de leurs enseignants. On a vu des enseignants qui ont fait la même chose parce que les mentalités évoluent, mais sauf que dans ce corps de métier-là, les mentalités ont évolué de manière régressive. On est ancré dans le Moyen Âge, déjà avec ce manque de conscience. Je pense qu'on devrait maintenant faire ce qu'on appelle un contrôle d'éthique
et de Oui, déontologie dans le corps oui, enseignant. C'est-à-dire que oui. ça doit être un phénomène lorsque tu sors de l'école. Tu rentres Mhm. encore dans une école d'éthique et de déontologie. Je pense que c'est après ce passage-là qu'il y aura, c'est-à-dire qu'on va enlever comment je peux dire, certaines mentalités. Ça, c'est des mentalités baba qu'on vient à la maison, on vient à la maison avec. Quand on sait que celui qui fumait le chanvre hier peut être enseignant demain, il arrive lui-même, il a son couteau dans le sac, il était enseignant, hein, et c'est lui Oui. qui est constamment sur son téléphone en train de surfer alors que les élèves sont en train de prendre le cours. Il n'a même pas, il ne voudrait pas corriger les copies. Lui, c'est que comme il est enseignant, voilà ce que les Son enseignants, les salaire est nouveaux là. enseignants se disent. Comme il est enseignant, son salaire va passer. Point barre. Oui. Il n'a pas à s'occuper des enfants qui vont évoluer. On ne prend plus rien en considération. Ça, c'est vraiment un manque. Je dis encore que au sortir de l'école nationale de l'ENS, c'est quoi? L'école normale École normale supérieure. supérieure. École normale supérieure. L'école normale Mm. supérieure, il faudrait qu'on crée ce qu'on appelle un passage. Un passage qui est comme le tunnel d'embarquement le tunnel d'embarquement d'un aéroport. Lorsque tu passes là-bas, on essaye encore de filtrer les mauvaises habitudes. C'est ce qu'on va appeler ici éthique et déontologie de l'enseignement. Alors, ceux qui sortiront de là auront une formation en plus, comme une formation qu'on donne pas les bonnes mœurs à la maison quand on sait que les parents maintenant ne s'occupent plus de leurs enfants. Tous les enfants ont un téléphone et les enfants s'éduquent par Internet quand on sait ce que Internet renferme. C'est pourquoi on a une jeunesse qui est assez vandale, qui est une jeunesse qui est assez libertine, une jeunesse qui fait du n'importe quoi. Alors, ça commence à toucher tous les corps de métier. J'ai bien peur que ça ne touche même les plus grands, la plus haute administration où on va dire que on va commencer à faire des choses qui ne sont pas pour l'intérêt commun, l'intérêt de la nation. Alors, Mm. vraiment, c'est dommage de trouver des choses comme ça. Et si c'est pour de l'argent, pour faire quoi? Pour avoir combien d'argent? Pour partir au Canada, comme on a parlé dernièrement des enseignants qui quittaient d'ici pour aller au Canada parce qu'ils avaient des mauvaises conditions de vie. Il ne faut pas justifier les mauvaises conditions de vie par la médiocrité dans son métier. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. C'est vraiment déplorable pour notre enseignement. C'est dégrader l'éducation camerounaise qui est considérée comme une des éducations les plus sérieuses au monde. Alors, on aura des cancres demain parce qu'ils auront l'eau. Ah, Ce qui est ça? là, c'est que Olivier, justement, il y a ce danger-là que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, permettre aux enfants de passer comme si passer était forcément un plaisir. C'est vrai que quand un élève échoue, ça veut dire que le professeur aussi a échoué. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à faire qu'il inculque les leçons que tu lui donnais. Mais un élève qui réussit parce qu'il est aidé, pas dans la tricherie, plus grave, par un professeur, je vous assure, on devrait non seulement attraper tous les responsables derrière ces fuites d'épreuves, les sanctionner par la loi, parce que la loi camerounaise emprisonne pour les cas de fraude. Je crois que ça va jusqu'à 3 ans parfois ferme, de prison ferme pour les gens qui ont eu à tricher. Non seulement il faut les frapper sévèrement par la loi, mais rappeler à ceux-là que si quelqu'un est venu vraiment dans l'enseignement par vocation, ce sera compliqué qu'on le voit en train de faire ce genre de choses. Beaucoup, 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 C'est-à-dire, beaucoup, ce sont beaucoup. toujours des gens qui ont eu à tricher pour être à ces endroits-là, qui ne jaugent plus de la valeur de la place d'un enseignant, qui est l'une des personnes les plus importantes au monde, parce que c'est votre enseignant qui va vous donner l'envie de faire quelque chose ou pas plus tard. Vous aurez des enseignants et c'est lui qui va te donner l'envie d'être médecin. Mais si tu vas être un médecin qui a triché, en faisant l'opération, c'est sur qui que tu vas faire pratiquer tes opérations chirurgicales. Parce que à ton premier coup de bistouri, on est sûr, si tu as triché, on est sûr que tu vas tuer quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, la génération que l'on forme actuellement est très dangereuse, super dangereuse parce Effectivement. qu'on n'est pas en train de l'aider. On est en train de noyer la prochaine génération Ouais. de jeunes. On a Il y aura l'impression des que, on a cancres l'impression partout que, aux zones de gouvernement. on a l'impression il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Ils ne viennent pas là-bas par vocation. Ils sont là-bas juste pour avoir le salaire de la fin du mois.
Ils sont Le là-bas juste matricule, surtout que Exactement. les pour gens avoir font le maintenant les matricule. concours Ils sont par là-bas, réseau. on C'est leur a parce que dit, j'ai il le faut réseau passer. de l'école normale que je fais le concours de l'école Voilà, normale. il faut Pourtant, passer par réseautage. je suis un très bon technicien en ci ou ça. Ils sont Mais passés comme il y a par le réseau de réseautage. l'école normale et que j'ai besoin de matricule, je me jette à l'eau. Maintenant, pour avoir un métier ici, on dit que je prends tout ce qui vient. C'est le tout venant, hein. Alors que quand on Ouais. était à l'école, il y avait ce qu'on appelle les conseillers d'orientation. Les Mm. conseillers d'orientation arrivaient, ils vous posaient des questions. C'est-à-dire qu'ils ils n'influençaient pas ta décision, mais ils t'accompagnaient dans ta décision. Il y avait ceux qui disaient que moi, je préfère être enseignant, moi, je préfère être médecin, moi, je préfère être agriculteur, moi, je préfère être mécanicien, moi, je préfère que ceci. Et il t'accompagnait dans cette décision en te permettant d'intégrer les meilleures écoles pour te permettre de faire le métier que tu souhaites faire Exactement. de la plus belle, la plus bonne manière. Mais maintenant, le conseil d'orientation se passe à la maison. Bon, il y a le concours de l'école normale qui est sorti. Nous sommes quatre ici. Il faut que deux personnes entrent. On a le réseau. Bon, on va entrer dans le réseau là. Celui-là, il est juste parti comme ça parce que il veut avoir le matricule parce qu'il sait que le rappel va sortir. Et quand le rappel va sortir, c'est un agent qui va arriver et puis il va aller au Canada avec. C'est aussi ça qui tue l'enseignement. On était avant, quand tu manquais l'école, tu te demandais que peut-être j'ai raté 5 mois de cours. Et le professeur ne manquait jamais, même s'il pleut. Mais on voit des enseignants maintenant qui font ce qu'on appelle la navette. Il arrive ces 3 jours. Après, il rentre rapidement trouver sa vie avec ses potes ici dans les grandes métropoles. Et puis, il va encore, il fait seulement ça je ne sais pas, parce que le métier le lui exige. Il ne fait pas ça par vocation, il ne fait pas ça par amour. Alors, il est en train, c'est comme ça on a commencé à voir la dégradation de notre enseignement de ce métier au fil du temps. Avec nous, il ne s'est même pas passé une génération, je pense. C'est quelques années. Il ne s'est pas passé une génération. Ça s'étale sur, on peut dire, disons 18 ans, 17 ans. En 17 ans, on a pourri carrément l'enseignement au Cameroun. Donc, je suis vraiment désolé que le Cameroun soit réduit à ces choses-là. Alors, voilà, c'était le sujet des examens officiels. On est vraiment dessus, on se demande vraiment si ce sont des vrais futurs parents camerounais que nous voulons former ou quoi. Point d'interrogation, à qui la faute? Vraiment, c'est à nous-mêmes, hein, à nous-mêmes. Vraiment, il y a une opportunité maintenant de vente en ligne au regard de la recrudescence, la montée en puissance et le taux de chômage très élevé. Les jeunes Camerounais se sont penchés, ils se sont vraiment tournés vers la vente en ligne, malgré comment je peux appeler ça, les difficultés rencontrées dans le quotidien. Vraiment, les jeunes essayent de tenir. Euh, Est-ce que pour vous, pour toi, CW, la vente en ligne est une opportunité est une opportunité de vie dans laquelle quelqu'un peut faire carrière ou bien comment tu perçois vraiment cette activité de vente en ligne qui prévaut maintenant partout dans tous les médias numériques? Bon, je pense, NBD, que au Cameroun, c'est le problème du Camerounais, c'est de ne pas aimer faire les choses bien. J'ai toujours Oui, dit à tous les jeunes que je croisais et qui parfois, c'est-à-dire, je vois ces jeunes que je rencontre avec parfois des téléphones qui sont tellement grands, un jeune qui a un téléphone de 200, 300 000, 400 000, 500 000 francs en main et qui parfois va dire, grand frère, est-ce que je peux avoir, est-ce que c'est possible de recharger mes mégas pour peut-être 200 ou 500 francs? J'ai tout envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites de vos téléphones que vous avez? Vous ne pouvez pas avoir des mines d'or en main et ne pas savoir les utiliser. Vous êtes resté au niveau des réseaux sociaux, il faut simplement écrire pour dire bonjour aux amis et après c'est fini. Alors qu'il y a ouais, tellement de choses à tirer du numérique. Et justement, l'un des endroits où on ne dépense rien, c'est-à-dire quand vous avez une boutique numérique, c'est ça qu'on appelle la vente en ligne pour moi, c'est avoir une boutique numérique et que vous vendez sur des plateformes en ligne, vous avez 100% de bénéfices pratiquement. C'est-à-dire, vous imaginez un jeune qui a uniquement son téléphone comme outil de travail. Une seule chose à faire,
allez voir n'importe quel boutiquier qui a déjà une boutique physique et qui vend des articles, que ce soit des chaussures, des tenues et tout. Vous lui dites, est-ce que c'est possible que je prenne des photos de vos tenues et que je mette en vente sur mon statut ou bien vous verrez, il dira toujours oui parce qu'il sait que ça écoule son produit, c'est de la publicité pour lui, il ne paie Ouais. rien à accepter cela. Et maintenant, à vous en tant que vendeur de tirer des bénéfices, c'est-à-dire de savoir que s'il m'a dit qu'il vend telle tenue à 2000, j'essaie de revendre cela à 2500 francs mon réseau et j'ai 500 francs de plus. Donc, vous voyez qu'il y a tellement d'astuces pour se faire de l'argent, mais parfois c'est la volonté qui ne manque pas. Il m'a dit que le commerce en ligne, c'est peut-être devenu, ça s'est vulgarisé, tout le monde le fait maintenant, c'est compliqué. C'est-à-dire, même les personnes que l'on n'imagine pas vont dire non, je vends même ma voiture, il va poster sur son statut, c'est normal. Ouais. Ça veut dire que Ouais. quelque part, qu'on le veuille ou pas, chacun a eu à faire du commerce en ligne parfois sans s'en Oui. rendre compte. Hmm. Maintenant, c'est cette opportunité-là, c'est comme une opportunité, comme je viens de le dire en expliquant de façon simple. On n'a pas besoin de beaucoup pour que ça fonctionne, mais c'est également devenu malheureusement, avec le temps, on a développé le mauvais côté avec le banditisme. C'est-à-dire, quelqu'un vous dira, c'est aussi le revers de la médaille. On va dire que c'est la technologie est venue nous surprendre, mais on n'a pas pris la juste mesure des choses. Quelqu'un vous dira, quand je vends peut-être mon article, viens chercher sur place. Et quand vous allez sur place avec l'argent pour récupérer l'article, vous vous faites agresser par un groupe de personnes. C'est-à-dire, vous voyez un peu, je pense qu'il y a récemment, il y a un jeune qui est accusé actuellement sur la toile il avait carrément un gang à Yaoundé, à Douala, où il faisait Hmm. des opérations de ce genre. C'est-à-dire, il vient, il vous dit, ton article m'intéresse, je veux ton téléviseur là, ça me plaît. Tu dis, OK, je le vends à tel montant, frais de livraison. Il dit, OK, Ouais. viens sur place, me donner. Et quand tu viens, son groupe de brigands, ils t'agressent et ils prennent ton appareil. Ou bien il te dit, j'ai tel article que je vends. Quand tu viens pour acheter, parce qu'on suppose que quand tu viens pour prendre l'article, tu as de l'argent, le cash sur toi. Les gars vont t'agresser. C'est-à-dire, c'est le malheur que l'on a. On a retrouvé Ouais. récemment, c'est des jeunes vendeuses qui quand elle venait pour faire des livraisons dans les quartiers un peu reculés, malheureusement pour elle, elle n'avait pas assez de sagesse pour penser que leur client avec qui elles ont eu à causer pouvait être peut-être un vendeur d'organes. Et il y en a des cas où elles ont été tuées, elles ont été enlevées pour servir parfois de prostituées dans autre chose, des choses que je comprends pas très bien. Donc, pour dire que ça a ses avantages, mais il y a de gros inconvénients parce que c'est un secteur qui n'est pas régulé dans notre pays. Donc, c'est un secteur Ouais. qu'on a encore besoin on a encore besoin Explorer. d'encadrer. Et on espère en tout cas que si on encadre bien, ça va rendre ses fruits. Parce que même si c'est vrai que l'on gagne, il faut aussi voir ce que l'État peut gagner derrière. Ah, ça. OK. Olivier, est-ce que tu es avec nous? Les risques, les avantages et les risques de la vente en ligne maintenant au Cameroun. Est-ce que tu as déjà expérimenté l'achat d'un produit en ligne? Est-ce que tu as déjà pensé à vendre quelque chose en ligne? Et puis, quelles sont tes expériences? Est-ce que les jeunes devraient vraiment s'y tourner parce que profiter des offres d'Internet maintenant pour vendre aussi avec la montée exponentielle du taux de chômage au Cameroun? Qu'est-ce que la vente en ligne suscite chez toi lorsque tu entends parler? Déjà, comme CWK le disait, c'est un secteur qui n'est pas encore encadré. On retrouve beaucoup de bémols. On retrouve beaucoup des individus mal intentionnés dans ce sillage-là, dans ce canal-là. Oui. La vente en ligne, pour avoir déjà expérimenté, acheter euh, un produit en ligne, Oui. j'étais toujours très sceptique, hein. Je ne voulais même pas entendre parler parce que lorsque on a fait les frais avec la pseudo-entreprise qu'on appelait Jumia qui a fermé actuellement, lorsqu'on te présentait un produit en ligne, il n'était pas celui qui était venu, celui que tu recevais physiquement. Mhm. Parce que la photo
est faite sous un angle, c'est comme les filtres actuellement, la photo est faite sous un angle et qui ne te présente pas réellement la teinte du produit. Il y a des étalonnages, il y a des retouches qu'on fait pour présenter le produit, pour qu'il soit beau, qu'il soit attrayant. Mais je me demande comment ceux-là font. Est-ce que quand ils vont arriver devant les concernés, ils vont pouvoir justifier que le produit, si ce n'est pas le même produit que celui-là. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui ont des malhonnêtes qui se sont mis dans la vente en ligne et qui ont fait, comme CWK le disait, des actes barbares. Mais je dirais aux Camerounais et aux jeunes Camerounaises de ne pas baisser les bras, de se saisir de cette opportunité parce que on a vu, on a des témoignages de ceux qui sont de l'autre côté, qui ont su maîtriser, dont le régulateur a pu s'appuyer, étudier, essayer d'encadrer ce secteur-là, se faire des millions et tout ça. Avec la vente en ligne, si tu es sérieux et si tu as vraiment de la chance et si tu as vraiment comment je peux dire, les bons arguments pour pouvoir vendre, tu peux te faire des millions en un rien de temps. C'est ce qui est attrayant dans cela, parce qu'on peut partir de rien avec un simple téléphone, ne pas seulement se servir du téléphone pour pouvoir appeler et recevoir, mais de faire, par exemple, du dropshipping. Du dropshipping que les Camerounais font déjà partout, parce que la Chine nous a permis, la Chine a permis au monde entier de faire ce qu'on appelle le dropshipping. Tu peux vendre des Ouais, produits qui sont en Chine, qui arrivent et sous exactement. une commande, tu es juste un prestataire de. Donc, tu vois un peu, c'est des choses pareilles qui sont accréantes dans la vente en ligne. Moi, j'ai acheté un produit dernièrement. J'étais très satisfait de la montre que j'ai achetée chez une personne qui est venue aussi me livrer. Je me suis dit que j'y tente aussi. Jusqu'à présent, cette montre est la meilleure de toute ma collection actuellement. Donc, il n'y a pas que de mauvais côtés, il y a de bons côtés. Et je conseille aux jeunes Camerounais au contraire, au lieu d'aller faire du voyeutisme sur Internet, se saisir de cette opportunité. Parce que quand ça sera régulé, il y aura des taxes Ouais. qu'on va payer, il y aura ceci qu'on va payer. Ça va baisser en termes d'intérêt, en termes de valeur ajoutée. Ça va baisser beaucoup de choses. Et les gens ne vont pas faire rapidement engranger des millions comme ceux qui sont de l'autre côté, qui ont su maîtriser cela. On va encore se plaindre que non, ceci, cela. C'est le moment maintenant de pouvoir faire des choses et pouvoir Ouais. tenir le bon bout, choisir sa niche. Parce que quand on parle de vente en ligne, on parle de niches. Il y a beaucoup de niches. Il y a des gens qui Mm. vendent des bijoux, il y a des gens qui vendent des parfums, il y a des gens qui vendent des chaussures, il y a des gens qui vendent de ceci. Et puis, c'est comme un comptoir que tu exposes. Il y a même des services qu'on donne, des pages qui donnent des services sur Internet, de venir poster vos produits, des produits même d'occasion il y a même déjà la brocante en ligne. Donc, c'est des choses qui sont assez bonnes pour les Camerounais et Camerounaises qui sont soucieux, qui veulent travailler, qui peuvent se saisir des opportunités. D'accord, Ouais. donc c'est un peu ça. Il y a des formations qu'on va en ligne. Vous voyez les gens comme les Steve Fa, les influenceurs et tout ça. Oui, oui, oui. C'est la vente en ligne qu'ils sont en train de faire, mais ils ont leurs produits qu'ils vendent. Ils vendent certains services. Alors, si vous voulez faire dans la publicité, en ligne, vous allez trouver le canal nécessaire pour pouvoir toucher des millions de personnes sans prendre le taxi, restant même chez vous. Alors, pourquoi ne pas se saisir d'une opportunité pareille? Et pour ceux qui viennent faire vraiment des choses pas bonnes sur Internet, à ceux-là, n'oubliez pas, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. On va mettre la main sur tous ces malfrats. Oui. Merci vraiment aussi beaucoup pour ton vraiment pour ta participation, Olivier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sur ces mots que s'achève le podcast d'aujourd'hui. Il était question aujourd'hui de parler de nécrologie. Nous avons entamé ce podcast avec la triste nouvelle du décès de Blanche Tonassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tonassi d'origine congolaise. Nous allons
Nous avons aussi abordé le sujet de l'augmentation du prix de la CNI. On se demande si c'est vrai, si ce sera vraiment avéré. Nous attendons encore les nouvelles officielles et puis la mise en place même, hein, le fonctionnement même, la mise en pratique même de la dite nouvelle. Nous avons aussi parlé des examens officiels, de la fuite des épreuves de BPC et de probatoire de l'enseignement général. Et enfin, nous avons abordé les bénéfices et les défis de la vente en ligne au Cameroun. J'ai été accompagnée de CWK et d'Olivier et ce podcast vous a été offert par 236 Stories. Restez toujours connectés sur nos pages, sur nos plateformes Facebook et sur notre site internet pour écouter, pour être à la pointe de l'actualité camerounaise et même au-delà des frontières du triangle national. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Mm-hmm.